Salam alaikum à tous, bonsoir, version Lécous à tout le monde. Ce soir, c'est une première parce que en même temps, je suis en live avec vous sur Facebook et en même temps, avec l'iPad, je filme de cette manière sur YouTube puisque, a priori, ceux que j'ai sur YouTube ne sont pas sur Facebook. Donc ce soir, c'est une première. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai pas mis de vidéo parce que j'en mets beaucoup, je fais beaucoup de live régulièrement sur Facebook et donc maintenant je vais essayer de transférer. Pour ceux qui sont sur Facebook, n'oubliez pas de m'aller sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Hier ils ont failli me bloquer. Il y a un qui m'a signalé sur un de mes commentaires. Ils m'ont bloqué, j'ai fait appel, a priori c'est passé. J'espère. S'ils ne me voyaient pas, c'est qu'ils m'ont mis un mois. Parce que avec le nombre de fois ils m'ont bloqué un mois. Et dans ces cas, on se retrouve sur YouTube. C'est pas compliqué de vous abonner sur YouTube. Gazli, Mourad, YouTube. C'est mon endroit de réserve. Sinon, pendant un mois, je suis cramé. Donc, si je suis bloqué, vous pouvez me rejoindre sur YouTube. Allez-y déjà au moins vous abonner. Alors, le sujet, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets à voir. Je vais commencer par la France avec l'histoire des masques. On se rend compte que les masques, ça servait strictement à rien. Aujourd'hui, ça sert à rien de sortir sans masque. On a tout, ils sont contraires. Des médecins, autant que de sélectionneurs d'équipe de France. C'est comme pour le football. Il y a autant de médecins que d'avis. Chacun a son opinion. L'un il dit blanc, l'autre il dit noir, l'autre il dit ceci et cela. Alors que les chiffres sont très clairs aujourd'hui. Il y a une augmentation de cas de Covid, mais parce qu'on augmente les tests. Eh bien oui, toujours depuis le départ, on leur dit à ces bourricots. Pour savoir qui a le Covid, il faut tester. Et c'est quand on teste massivement, si on teste 500 000 ou 700 000 personnes, c'est normal par rapport à l'époque où on testait seulement 100 000 ou 150 000 personnes. C'est normal que c'est une règle de 3, comme on dit. Vous n'avez pas été à l'école ou quoi? Ils sont vraiment des ânes. Donc si pour 150 000, tu testes 150 000, ben quand tu en testes 750 000, c'est normal que tu en as plus. Voilà. Ensuite, asymptomatique, il y en a beaucoup, énormément, et on se rend compte qu'ils disent certains, ah ben il est en train de muter, oh il est plus dangereux. Deuxième lecture qu'il faut regarder, c'est le nombre de personnalités qui sont à l'hôpital avec sur aide respiratoire, etc. Or, c'est pas corrélé entre l'augmentation du nombre de cas de Covid et le nombre de gens qui sont alités avec des problèmes et bon, les décès, ils sont pas corrélés. Donc au contraire, c'est qu'on a plus de gens qui ont le Covid avec moins de gens qui sont hospitalisés et moins de morts. Bah alors, comment dire en russe, ça va bogo, alhamdoulilah, Dieu merci, on va pas s'en plaindre. Donc je vois pas toute cette psychose à faire du tout masque, etc. Sachant que on nous a dit tout, ils sont contraires depuis le départ. Putain, faut laisser respirer un peu les gens ils sont fatigués. Moi personnellement, quand je vais dans un magasin, je mets un masque, je transpire comme un gros cochon. Voilà, c'est chaud, voilà. Moi je suis une bouillotte, etc. C'est insupportable. Donc des gens qui doivent se taper pendant 8 heures et puis il faut calculer, ah non mais il faut pas toucher, vous vous rendez compte le truc? Non, le touche pas, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, tu respires là-dedans, ah tous les 4 heures il faut que tu le changes, etc. Et enfin, l'oseille. Ah bon, le frère Christophe Leclerc, ça va avec mon frère. J'espère que ça se passe bien pour toi. Mais à un moment donné, moi je propose une chose, c'est très simple. Vous nous prenez la tête avec vos masques, vous facturez les gens, vous leur mettez des 135 balles dans la tronche. Donc on voit bien que c'est pas la santé publique, mais c'est la santé des finances publiques plutôt. Eh ben moi je suis pour que les Français puissent dégreffer, qu'il y ait un abattement de 10%, où on calcule combien ça coûte pour sur une année le coût des masques et le déduire des impôts. Parce que pour moi c'est un impôt indirect. Voilà. Moi je vous l'ai dit, en Turquie, les premiers temps on les avait gratuits. Sinon ça vaut rien du tout. En France, il y a des masques qui coûtent très cher. Donc je trouve que ça ampute le pouvoir d'achat des gens. Il faut savoir que des salariés ils se sont chopés le 84% avec le chômage partiel. Donc ceux qui avaient des crédits ou des charges et à la fin du mois elles étaient déjà dures, t'enlèves 16%. Plus tu rajoutes les coûts pour maintenant pour les masques, pour la femme, les enfants et compagnie. Je pense surtout aux familles nombreuses. C'est catastrophique. Donc moi je suis pour le dégreffer. Ensuite on parle du vaccin. Et les mecs commencent à dire ah les Russes. Mais allez vous faire foutre les Russes. Ils sont très bons, la médecine russe est de très 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 haut niveau, c'est comme la médecine cubaine, les meilleurs médecins au monde, ils sont à Cuba, etc. Donc ils ont un héritage, c'était de l'Union soviétique. Donc moi je vois pas pourquoi je remettrais en cause
le vaccin russe. Et enfin, c'est quoi cette histoire? On a un problème mondial, tout le monde est imbriqué, tout le monde souffre de la même manière, et chacun traîne de son côté. Laboratoire européen, des laboratoires américains, laboratoires russes, etc. Mais si le mal est commun, mais pourquoi vous partagez pas ensemble? Pourquoi vous travaillez pas ensemble? Là, ils se tirent la bourre à qui va sortir le premier. C'est un peu comme les gamins, celui qui va pisser le plus loin. Vous voyez, hop, j'ai pissé plus loin que toi. On a rien à foutre, le problème il est mondial. Donc, faites des synergies, etc. Je sais qu'il y a des débats des gens sur le vaccin. Mais moi, je me vaccinerai. Donc, j'aurai aucun souci là-dessus. Donc, s'il y a un vaccin, je le ferai. Voilà. Alors, tous les gens qui me montrent leur complot, je vous l'ai déjà dit, un secret à garder à 2 personnes, c'est difficile. Alors, tu peux pas garder un secret avec 10 000 personnes qui seraient là-dedans. Donc, il faut arrêter de voir du complot de partout. Et, là où il faut ouvrir les yeux, vous les fermez. Et là où au contraire, il faut laisser faire, là vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, pardon. Donc il faut marcher, il faut redevenir un peu à la normale. Parce que a priori, asymptomatique, c'est vrai que nous, se dire ceux qui sont en bonne santé entre guillemets, a priori il y a pas de problème. C'est surtout pour les personnes qui ont déjà des problèmes de santé. Maintenant, je vais passer à l'Europe. Merkel, avant d'arriver sur la Turquie. Merkel, c'est très simple. Elle a rencontré Macron. Macron, il a cru, comme d'habitude, venir lui dicter les choses. Elle dit, bon, t'es mignon, mon gamin. Bon, je suis plus jeune que ta femme, mais me prends pas pour un âne, quand même. D'accord? Donc, tu vas pas me faire avaler tous tes combats. Depuis le départ, elle lui dit non. Je veux pas rentrer dans ton délire sur la Turquie. Et vous voyez bien que Macron il est encore isolé parce qu'on dit toujours le couple franco-allemand, etc. Mais il n'en est pas reste que beaucoup d'autres pays européens sont plutôt du côté de la Turquie. Ou alors ils sont neutres, mais ils ne sont pas en campagne comme Macron. Macron, il peut appeler sa campagne Charles Martel. Hein, on est dans la même logique. Hein. Lui, il est dans une guerre de civilisation. C'est pour ça que j'en veux à tous les gens qui m'ont dit « Ah putain, vaut mieux Macron que la blonde. » Mais attendez, la blonde, elle peut pas faire pire qu'est-ce qu'il est en train de faire. De quoi tu te mets? Qu'est-ce que tu vas aller en Méditerranée orientale? Qu'est-ce que tu vas faire en Grèce? Qu'est-ce que tu vas faire en Turquie, etc. Donc Merkel, elle lui a dit non. Ils sont mis d'accord sur d'autres sujets, mais concernant la Turquie, non. Pourquoi? Parce qu'Erdogan, régulièrement, il échange avec Merkel, que depuis le départ, il a tendu la main aux Grecs en leur disant, écoutez, il y a le gâteau, chacun va en prendre une partie. Je rappelle que quand même, la Grèce continentale, elle est à 365 kilomètres de là où se trouve le gaz ou le pétrole, je sais pas ce qu'il peut y avoir comme énergie là-dessus, alors que la Turquie, elle est à 2 kilomètres de ses côtes. Donc il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc lui, il a dit, écoutez, on se met autour de la table. Il y a la partie aussi chypriote nord turc. Je vous rappelle, parce que ça, on n'en parle jamais et on le célèbre jamais. Il y a eu un réel génocide qui a été fait par les Anglais, d'où, à l'époque, la Turquie qui était intervenue militairement pour sauver les musulmans. Pendant ce temps-là, j'ai pas vu un article, moi, qui dit qu'en Grèce, ils ont fermé des écoles turques, etc., et qui font la misère aux musulmans. Ben oui, ça, les musulmans qui sont là depuis là, c'est pas une immigration qu'ils ont là-bas, c'est des gens qui sont là depuis l'époque ottomane. Et donc, ça, on n'a pas un mot, hein. Comme pas un mot sur les Grecs, alors qu'il y a des rapports qui sont sortis, qu'ils ont repris des réfugiés, qu'ils ont rejetés à la mer, etc. Je ne parle pas de ceux qui ont été tirés dessus ou ont tiré des balles. Voilà. Imaginez, la Turquie fait 1/10 de ce que les Grecs y font, parce que c'est des gros fachos, moi je le dis, c'est des gros faf. Ben, je peux vous dire qu'ils seraient tous au ventre debout. Déjà, quand Erdogan ne fait rien, on l'accuse de tout, et quand il fait un peu, on lui remet encore double ration. Non, les Grecs, non, ils ont le totem comme Koh-Lanta, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eh ben merde, t'es seul Macron dans tes conneries avec les Grecs, va te faire voir chez les Grecs, comme il dit l'autre, et donc Merkel ne veut pas le suivre dans son délire. Donc c'est un bon acte, bon point. On a fini avec Merkel, avec Macron, on va enchaîner sur la question de la Turquie. Souvenez-vous, je vous avais dit quand même que des mesures ont été prises en Turquie, que le pays mettait beaucoup d'argent sur l'infrastructure, tout ça, etc. On voit, il n'y a pas une semaine, si c'est pas un hôpital qui est ouvert, un pont qui est ouvert, un tunnel qui est ouvert, un barrage qui est ouvert, etc. Toute l'infrastructure, c'est une infrastructure du XXIe siècle pour les amener les dizaines et dizaines d'années à venir. Parce que on est sur une construction. Or, en France,
Depuis 20 ans, il n'y a plus de grands projets. Dites-moi, citez-moi un seul grand projet. Alors, à chaque fois, moi, tu craches sur la France, tu critiques la France parce que tu compares. Et désolé, déjà, en France, c'est le sport numéro 1, c'est l'arrogance de dire, quand vous partez même moyen, ah, mais chez nous, en France, c'est comme ça, oh, chez nous, c'est en France, etc. Donc, ça vous dérange pas du tout. Quand les Merdia et compagnie politique nous parlent toujours du modèle allemand, alors que les Allemands, je vous rappelle, pour moi, la guerre n'est pas finie, hein. Ils nous ont mis 2 guerres, là, la 14 et la 18 et la 39-45, je l'ai encore là. Donc, arrêtez de vous embrasser sur la bouche. Moi, j'ai rien en commun avec les Allemands. D'accord? Donc, oui, le modèle allemand, modèle allemand, modèle allemand, modèle allemand. Non, ça, c'est normal, etc. Mais quand je compare avec la Turquie, ah, c'est pas bon. Ah, tu craches sur la France. Alors, quand vous mettez en avant l'Allemagne comme un modèle, c'est bien, c'est vertueux. Quand moi, je mets en avant la Turquie, ça fait pas bien. Pourquoi? C'est le Roland colonialiste. C'est-à-dire que pour eux, le Turc, à l'époque, je l'avais même sorti, hein. Vous posez la question à 90% des Français, ils vont vous dire un Turc, c'est un Arabe. Ils sont incapables, mais je vous le dis. Alors c'est pas une tare d'être arabe, mais sauf que les Turcs c'est une autre ethnie. C'est pas des Arabes. C'est comme d'ailleurs certains Turcs qui comprennent rien quand ils disent le Maghreb, vous êtes arabe. Non, arabophone, donc c'est-à-dire on parle arabe, hein, comme il y a des gens qui parlent le français francophone, mais ça n'en fait pas des Arabes. C'est majoritairement ce qu'on appelle des Berbères, qui est une autre ethnie. Vous voyez, la culture c'est quand même assez intéressant. Et donc, pour revenir au sujet sur j'ai pas le droit, moi, de comparer, etc. Et enfin, excusez-moi, je critique pas la France, je critique celui qui gouverne. Donc vous, quand vous êtes tous les jours à manifester, les médecins, les notaires, les Uber, les infirmières, les enseignants et compagnie, donc vous avez le droit de vous péter et de condamner la politique, qui se transforme par 60% quand même d'abstention, alors que moi, quand je critique, je dis voilà, pourquoi c'est pas bon, on dit non, je critique la France, je critique le gouvernement, je critique pas la France, parce que il faut être un peu sadomaso. Je peux dire ce que vous voulez, mon accent, il est français, il est marseillais, plutôt, hein, on va dire. Je suis français, je suis pas un sadomaso, je ne crache pas sur ce que je suis. Il faut être malade là-dessus. En revanche, c'est parce que je veux le meilleur pour la France. Et quand je leur dis, mais pourquoi nous, en Turquie, on a toute cette dynamique d'infrastructure, il faut parler aussi des logiciels. Regardez en France. Regardez en France. En France, on est encore à l'époque du Minitel. En Turquie, tu as un site qui s'appelle Devlet, du gouvernement, tu as tout. Tu as toutes les informations, tu peux payer tes amendes, tu as tout. Mais c'est hyper high-tech. Tu veux aller voir, tu veux une carte de séjour, tu vas sur Internet, tu vas le site du ministère intérieur, en anglais, bien sûr, chers amis. Tu choisis ta langue, il y a plusieurs langues, tu choisis ta langue. Tu vois, en France, c'est français ou meurt. Et puis, tu remplis un peu les quelques questions, tu scannes ce qu'ils te demandent, et ils te donnent un rendez-vous, un peu comme nous en France EDF, sauf qu'eux, ils sont à l'heure. 14h, 15h, 9h, 10h, etc. Vous allez à votre rendez-vous, accueilli par des policiers en civil, et puis ils récupèrent, tout ça, ça se passe très très bien. Ils vous demandent la langue, si vous parlez russe, l'anglais, l'allemand, et ils s'adaptent, ils vous trouvent quelqu'un pour vous aider, etc. Eh bien, pourquoi? Tout se passe par logiciel, et au bout d'une semaine, vous avez une carte de séjour. Allez en France, à 6h, ils font encore la queue devant les préfectures. Là, avec le Covid, je veux même pas savoir dans quel état ils sont. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, il suffit d'avoir des outils de nos jours, et pas arrêter avec le Minitel. Donc ça, voilà un des points. Donc je continue sur la Turquie, c'était pour simplement faire une parenthèse pour ceux qui me disent toujours je crache sur la France, je crache pas sur la France, je crache sur ceux qui la dirigent, et la dirigent mal, et vous êtes tellement schizophrène parce que vous me faites le reproche à moi de contester, alors que vous-même, notamment ça se voit dans les élections avec 60% d'abstention, c'est-à-dire que vous ne croyez à personne, ni à droite, ni à gauche, ni au milieu, ni aux extrêmes, vous ne croyez plus aux politiques, et donc vous revenez rejoindre exactement ma position, c'est-à-dire l'esprit critique de ceux qui nous gouvernent, ceux qui vous vendent avec le catalogue de la redoute avant les élections, et puis c'est l'enfer une fois arrivé au pouvoir. Et donc en Turquie, il y a toutes ces structures. Le gros point faible de la Turquie, c'était l'énergie. La France, par exemple, c'est un gros point fort, c'était De Gaulle. De Gaulle qui a dessiné la France et qui nous fait des centrales nucléaires. Et encore aujourd'hui, on bénéficie d'un bas coût, parce que le nucléaire, c'est à un coût très bas comme énergie, et en même temps, c'est une énergie propre. Voilà, grand visionnaire. Sauf qu'en France, on commence à nous parler de fermer les centrales nucléaires. Alors en Turquie, ils en construisent 2, voire la 3e qu'ils vont construire, avec Gomera, avec plusieurs entreprises, qui soient coréennes, japonaises, russes aussi, tout ça, etc. Donc, il y avait les centrales. En même temps, il y a, je crois, plus de 17 barrages qui ont été construits. Donc là, on est sur de l'hydraulique, on est sur quelque chose qui est plutôt tendance, qui est plutôt vert. Donc, des barrages. Il y a eu 2-3 milliards pour les éoliennes. Hier, l'ouverture de l'usine
de panneaux voltaïques. Alors qu'en France, regardez en France, on ne construit pas. Eh ben, qu'est-ce que je suis con, moi aussi. J'allais dire, en France, on ne construit pas des panneaux voltaïques. Mais on ne construit même pas un masque. On ne fabrique même pas un masque. Comment qu'est-ce que je peux être con à vous parler de construire des panneaux voltaïques alors qu'on n'est même pas capable de fabriquer un masque? Donc, désolé. Et là aussi, je crache sur la France, c'est ma faute. Et pourtant, ils vous disent, les verts, l'écologie. Là, l'écologie, c'est seulement pour vous punir. L'écologie, c'est simplement pour vous mettre des amendes. C'est pas l'écologie pour vous aider. Donc, expliquez-moi pourquoi, en France, ceux qui sont incapables, qui ne parlent que d'écologie, ils ne fabriquent même pas des panneaux voltaïques. Il faut m'expliquer. Et puis, toujours pareil, on est là, à quoi? À faire des prostituées des Chinois et acheter du Made chinois. Et eux, après, on dit, mais notre industrie, elle est partie, on n'a plus d'industrie. Mais fracassez-les, les Chinois, quand ils arrivent avec leurs produits. Je vous avais expliqué le coup de traquenard qu'ils sont en train de nous faire. Quand j'étais au Vietnam, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des entreprises chinoises qui étaient au Vietnam. Alors, le Vietnam, ils ont signé, alors que c'est un pays où ils gagnent 100 balles par mois, hein. Ils ont signé avec l'Europe un contrat de libre-échange. Alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je fabrique moins cher au Vietnam. Et en plus, c'est open bar, je peux envoyer tout le matos en Europe. Et ça rentre pas dans le quota de la Chine, ça rentre dans le quota du Vietnam. Et voilà, dans le flanc. Et ça, personne n'a rien dit. Ils sont où, tous ces experts à 2 balles? Et ils continuent à nous entuber. Ah, les Chinois, ils nous mettent. Ah, les nems, on les prend. Ah, les nems, on les prend plein pour les nems. Ah, non, là. Alors là, c'est vraiment la 4 saisons au niveau des nems. Donc, protéger la France, faire du protectionnisme au niveau européen. Mais bon, l'Europe, quelle Europe? L'Europe qui seulement nous dire, avec des technocrates, rigueur budgétaire, concurrence non déloyale, truc, c'est pas grave, les Roumains peuvent venir piquer le boulot des Français, etc. Alors même, mais moi, tu parles comme un frontiste. Mais je parle pas comme un frontiste. Je me dis que la première des choses, c'est toujours, occupe-toi des tiens. Et après, tu t'occuperas des autres. C'est la moindre des choses. Donc moi, ça me choque pas, comme on dit, qu'on s'occupe d'abord des Français, et puis comment vous dire, au lieu de faire venir des entreprises qui viennent des autres pays européens ou de l'étranger. Mais attendez, ça va de soi. Pour moi, c'est le b.a.-ba. Donc, sur la Turquie, je reviens sur l'histoire de l'énergie. Et donc, ils cherchaient depuis longtemps en mer Noire et puis en Méditerranée orientale. Alors, pendant que les bateaux, ils étaient en Méditerranée orientale et que Macron, s'est excité, il a envoyé 2 rafales de navires. Oh, mais qui nous paye tout ça? Ça nous coûte des millions, des centaines de millions, ce déplacement. Vous croyez quoi? Que quand on déplace des navires comme ça avec du personnel, tout ça, ça coûte un bras, voire un pied aussi, hein, une jambe aussi, avec. Et les rafales et compagnie, mais pourquoi? Alors que la Turquie, elle vient de trouver du pétrole, non en mer Noire. Alors, je rassure, parce qu'ils n'ont pas suivi le dossier, c'est pas en mer Méditerranée, c'est en mer Noire, et il n'y a aucun problème de territoire en mer Noire. C'est bien 100% du territoire turc, c'est-à-dire les eaux maritimes, les eaux territoriales turques, et donc 320 milliards de mètres cubes. Et a priori, cela semble le minimum, et Inch'Allah, il y en aura encore d'autres. Alors, c'est très intéressant parce que je vais m'occuper aussi de certains Turcs, hein. Ça je vais venir après. D'abord, je finis sur cette histoire. L'énergie, c'est 40 milliards pour la Turquie, par an. La balance commerciale est déficitaire en Turquie, notamment et lourdement à cause de l'énergie. Alors qu'il y a des records chaque mois, les mois se succèdent et les records d'exportation existent. Pourquoi? Parce que ce que la France a perdu, c'est-à-dire l'industrie, la Turquie l'a gagné. Même leur propre entreprise Renault est installée en Turquie. Elle n'est pas seule. On a Toyota, on a Hyundai, on a Fiat, et de nombreux constructeurs sont présents en Turquie. Et Inch'Allah, là aussi, ça fera encore du bien. Il y a l'usine à construction sur les futurs modèles de voitures turques, Made in Turkey, fabriquées in Turquie par la Turquie, et qui fait que rien que la consommation intérieure fera un grand bond dans la baisse du déficit commercial, puisque quand vous achetez des véhicules qui sont fabriqués ailleurs, vous les payez en euros en plus ou en dollars, et donc ça fragilise encore plus les coûts par rapport à la monnaie turque, et surtout, ça fait une balance commerciale qui n'est pas favorable. Donc, 40 milliards de dollars, c'est pas rien, c'est énorme, et donc la Turquie va pouvoir subvenir déjà au moins à ses besoins. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Grâce avec cette trouvaille. Et là où je vais commencer à me taper un petit peu les kémalistes et autres amoureux de la statue de Mustafa Kemal, hein, on va être très très clair.
quand ils sont tous là en train de vous dire, oui, Mustafa Kemal, il a sauvé la Turquie, c'est lui, on lui doit tout. Non, mais c'est qui, c'était le mec? C'est Rambo, c'est John Wayne, c'est John Wick, voilà. Mustafa Kemal, c'était John Wick. Tout seul, il est arrivé, il les a tous fracassés. Non, c'est les milliers de gens qui sont morts, pour défendre la Turquie, notamment des Kurdes dedans, et des Turcs de tout horizon, des Ottomans de tout horizon, notamment aussi des Arabes, parce que ça aussi, on leur a monté le bourrichon. On lui dit non, les Arabes c'est des traîtres, oh, les traîtres. Non, mais ils parlent de la famille Saoud, et pour eux c'est tout le monde, vous voyez. Et c'est encore la culture. Ils ont tellement pas de cerveau, ils ont tellement un niveau de culture, et ça c'est quand même dommage, tellement bas, qu'ils répètent bêtement ce qu'on leur a dit. Oh, il a dit ça, pourquoi pas lui répète? Mais faites travailler votre cerveau, bande de Ahmar, que vous êtes des chèques. On dit échec en turc, bourricot en norme francitude. Et donc, pour revenir à ça, et non, Erdogan, il a commencé à dire, Allah nous a permis de découvrir du gaz. Je répète, et je vais revenir tout à l'heure à la statue. Allah, alors, bouchez-vous les oreilles, les laïcards, ceux qui ont peur de Dieu. Allah, c'est Dieu, hein, c'est pas un cri de guerre. Les gars, c'est pas un lancement pour un attentat, rien du tout. Non. Allah, ça veut dire Dieu. Donc, calmez-vous, ne me signaliez pas la vidéo, hein. Donc, Allah nous a permis de découvrir du gaz. Vous voyez, dans tout ça, il n'y a jamais je. Erdogan, il dit jamais je. Il dit pas j'ai trouvé. J'ai fait la recherche, j'ai fait cela. Et chaque fois, il s'en remet à quoi? À Dieu. Il annonce la nouvelle, Jum'a, c'est-à-dire la bonne nouvelle pour les musulmans, c'est-à-dire le jour sacré, le jour le meilleur jour pour les musulmans de la semaine, etc. Donc, et les autres, quand ils disent, alors c'est John Wick hein, qui a tué tout le monde, mais en plus, Allah n'existe pas. Et ils te disent, non mais moi je suis musulman. Hein. Bon, le mec il tape le raki et tout, tu dis, ouais, je suis musulman, tout ça. Mais j'ai dit, mais et la main d'Allah, elle n'existe pas là-dedans. Mais alors nous, pour les croyants, je sais que ça va choquer ceux qui ne croient pas, il n'y a rien qui nous arrive sans que ce soit la volonté d'Allah. Le bien comme le mal. On en a déjà parlé, et d'ailleurs c'est les mêmes qui me font toujours des réflexions, dans tes résidences, tout ça, etc., qu'on promet avec l'argent. Mais pareil, Allah il donne de l'argent à ceux qui pensent qu'il veut leur donner, et puis si t'en donnes pas, c'est qu'il n'a pas envie de t'en donner. C'est tout comme ça, c'est comme ça. Donc il y en a, tu resteras pauvre, et il y en a qui seront riches, ils seront encore plus riches. C'est comme ça, c'est Allah qui décide. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez la différence? Donc, on a les adorateurs de la statue qui viennent nous raconter chaque fois qu'ils ont eu droit à un mix, hein, John Wick, Rambo et compagnie, John Wayne, hein, qui a sauvé, etc. Donc, là aussi, on a toute l'humilité, et chaque fois, Erdogan le dit, je suis là pour vous servir. Alors, à ceux qui le parlent en France, oh, le sultan, le retour ottoman, le sultan, etc. Mais vous avez rien compris, Erdogan. Erdogan, c'est quelqu'un de très humble. Erdogan a refusé que son nom des rues portent son nom. Il a refusé des monuments qui soient à son effigie. Mais venez en Turquie. Il y a la tête de Mustafa Kemal de partout. Mais la tête d'Erdogan, elle n'y est pas. Notamment, donc en général, c'est dans les dictatures qu'on voit la photo du dirigeant ou les statues du dirigeant. Or, la photo et les statues qui existent, c'est même pas du dirigeant parce qu'il est mort. C'est pas du tout, c'est un autre. Et lui, il n'en veut pas. Donc, il n'a pas de problème d'ego. Mais ce qui dérange, justement, c'est que par rapport à tous les autres pays où c'est le bordel, notamment les pays arabes limitrophes, etc., ben, c'est que c'est des gens qui ne sont pas assez musulmans. Et donc, c'est des dictatures, alors les Al-Sisi, comme ils appellent ça, hein. Alors, ils le disent très bien, hein. Nous voulons des dictateurs, ce qu'ils appellent eux laïcs. C'est-à-dire, ils sont innubilés en France par la laïcité, Macron est innubilé. Alors, sachez une fois pour toutes, la laïcité ne se traduit même pas en anglais. La laïcité, c'est une invention française qui n'a été reprise par nulle part au monde. Les seuls quelques pays qui l'avaient prise, c'est-à-dire 2-3, c'est des anciennes colonies. Donc, ils ont gardé leur filiation, hein. Ils ont gardé leur filiation, etc. Donc, ça me permet d'ailleurs, je pourrais faire peut-être à la fin parler un peu du Mali, parce que j'ai oublié dans l'agenda le Mali. Et donc, l'énergie. Donc, cette découverte. Alors, c'est quoi? Les conséquences de cette découverte. C'est pas fini. Il en reste encore du pétrole, du gaz à aller chercher. Ouais, il m'a dit, excuse-moi, il m'a dit, j'ai oublié Chuck Norris. Non, mais Chuck Norris, il est encore en dessous. Sinon, j'aurais mis Bruce Lee aussi, dans ces cas, parce que si tu me mets Chuck Norris, je vais me mettre Bruce Lee. Et donc, il y a aussi en Méditerranée, donc, dans ce que nous, on appelle les eaux territoriales turques, ce qu'eux, ils appellent, dans l'île flottante, les eaux territoriales grecques, qui c'est seulement à 365 km de la Grèce. Donc là aussi, ils nous prennent encore pour des couillons. Donc, il y a beaucoup de gisements à récupérer. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors,
Ça va permettre justement vis-à-vis des Russes, puisqu'il y a South Stream, c'est-à-dire le gaz qui passe de la Russie pour éviter de passer par l'Ukraine, passe par la Turquie pour aller livrer en Europe, et Nord Stream, c'est-à-dire celui qui devait partir via l'Allemagne, qui a été refusé par l'Union européenne et ça a été débouté. Donc il y avait ce canal-là. Donc les enjeux en Méditerranée sont très importantes parce qu'elles permettent justement de diversifier et de ne pas se faire tenir par la Russie, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Et donc, cette énergie, on va dire les conséquences. Les conséquences, elles sont importantes, je viens de vous le dire. Premièrement, on va être sur, déjà, le prix, le coût. Quand tu es producteur de gaz, vous savez, c'est comme pour le pétrole. Vous allez en Russie, ils roulent pour 3 cacahuètes, une pirouette. Les mecs, ils cherchent pas un diesel qui consomme 5-6 litres au 100. Ils ont que des V8, des trucs, parce qu'ils payent que dalle. Parce que le pétrole, il vaut que dalle. Le gaz, vous imaginez, les moins 50, il faut chauffer l'animal là-bas, hein, la maison. Alors qu'ils ont des salaires de 150 €, 200 €. Ben, ils arrivent quand même à se payer parce que le chauffage, le gaz est pratiquement gratos. Parce qu'ils sont producteurs. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Turcs. Et deuxièmement, c'est très très bon pour l'économie. Parce que, imaginez-vous, l'État, parce que il y a le consommateur public, privé, mais il y a le consommateur industriel aussi. Et donc les entreprises, ça va leur permettre, avec le gaz moins cher, d'avoir des coûts qui seront encore plus bas et donc encore beaucoup plus compétitifs. Et ensuite, le troisième acteur, c'est l'acteur public. L'État, donc avec toutes les structures d'État, etc., qui est aussi consommateur de gaz. L'État, quand il aura le gaz Bedava, comme on dit, gratuit, c'est dans ses prix. C'est dans ses prix. Et donc, ça baissera aussi le coût. Et d'autant plus que le marché du gaz se fait en marché dollar. Et donc là, on n'aura plus de problème avec ce dollar. Ouais, 8 télé, 7 télé, 6 télé, c'est terminé. Puisque on sera la balance commerciale sera excédentaire. D'accord? Si on a l'histoire de l'énergie, ça y est, c'est terminé. La Turquie, elle serait largement excédentaire. Elle est pas loin d'être excédentaire déjà là. Mais avec l'énergie en moins, elle sera excédentaire. Sauf que la France, c'est 60 milliards ou 70 milliards par an de déficit commercial. C'est énormissime. Et donc, ça va permettre justement à la Turquie d'assainir aussi des comptes et de multiplier justement. Plus la Turquie produit, plus la Turquie a une industrie, plus la Turquie a une agriculture, plus la Turquie, elle n'est plus dépendante de l'extérieur. Et notamment aussi de la défense, puisque 80% aujourd'hui est fabriqué made in Turquie. Donc, moins on est dépendant des autres, et moins on est obligé d'utiliser le dollar sur le commerce qui est en dollars ou l'euro quand le commerce est en euros. Et donc, c'est une très bonne chose pour la Turquie. Parce que sinon, vous êtes dépendant d'eux, etc. Et voilà ce que je voulais dire là-dessus. Ensuite, j'avais toujours dit, vous vous rappelez quand je vous avais dit que la monnaie était en train de dévisser, j'ai dit on n'avait pas de grille de lecture et j'ai pas de grille de lecture, ils ne nous ont pas donné de grille de lecture. Après, Erdogan a dit qu'il fallait attendre 2 mois, tout ça, etc. Il allait avoir d'autres mesures, d'autres informations par rapport au redressement de la monnaie, parce que je vous l'ai dit, la monnaie est indépendante du gouvernement, c'est purement spéculatif par des gens qui interviennent sur les marchés en faisant, en jouant, en pariant ou en gagnant de l'argent sur la baisse truc, sans compter qu'il lui reprochait aussi de pas augmenter les taux d'intérêt, quand lui, il favorisait la consommation et donc la croissance en baissant les taux d'intérêt. Les autres lui demandaient d'augmenter les taux d'intérêt pour faire en sorte de faire baisser le coût de la monnaie. Et j'avais dit quand même, j'ai dit, mais tous les signaux sont au vert. Tout se passe très très bien. Parce que les investissements en infrastructure qui sont faits, on sait qu'il y avait de la recherche sur l'énergie, etc. Donc je vous dis, tout ça était au vert. Eh ben aujourd'hui, c'est double vert. Voilà. Et puis ceux qui sont, donc c'est vert parce que ça marche. Et puis il y a les autres qui sont verts parce que la Turquie l'a trouvé. Donc ils sont tous en train de tirer la gueule. Voilà, ils vont pas créer Cocorico parce qu'il a trouvé encore du gaz. Ben nous, on dit Cocorico, on dit Alhamdoulilah, on est content d'avoir retrouvé du gaz. Alors les conséquences, c'est ce que je vous ai expliqué concernant ça. Ensuite, est-ce que la Turquie va devenir un Eldorado? La Turquie est déjà un Eldorado. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans un pays, vous voyez, pour les plus anciens qui me suivent, la Turquie, c'est la France d'il y a 50 ans. C'est la France avec du service. C'est tout ça. Ici, tu crèves, tu viens, tu prends pas rendez-vous. Tu payes 20 télé, tu vas payer 3 €,
Tu vas laisser 15 télés de pourboire, tu vas lui donner 2 euros de pourboire. Tu vois, ça te coûte rien. Le mec, il te la démonte, ça dure 10 minutes, il la répare, un coup de risté, clac, 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 il te la remet. En France, tu vas chez Speedy, je suis chez l'autre, il te dit, vous avez pris rendez-vous? Je dis, mais quel rendez-vous? Je viens de crever. Quel rendez-vous? Tu crois que j'allais prévoir de crever? Allez, nous sommes pleins, nous n'avons pas le temps. Et en plus, ils vont t'assassiner. Et surtout, il y a du service et tout. Donc, c'est un pays qui est très, très propre. Très, très propre. Je veux dire, pas beaucoup d'endroits en France. Alors, la saleté, elle est aussi, il y a la saleté liée si on nettoie mal, il y a aussi la saleté quand les gens se comportent mal aussi. Donc, hein, il faut être honnête aussi là-dessus. Donc, c'est très propre et tout, etc. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un pays qui est assez équilibré, qui est solide, il y a tout. Donc oui, ça doit être un Eldorado. On manque de rien. Vous avez vu les hôpitaux quand les gens me disent, oui, mais Mourad, il sait comment la santé en Turquie? Comment la santé? Il inaugure chaque mois un hôpital de 1 km². Tu sais ce que c'est 1 km? Quand nous, on a fermé 20 000 lits d'hôpitaux, on ferme les hôpitaux, et là, beaucoup, ils sont vieux, ils sont crasseux, et la peinture qui tombe, et tout ça, etc. Nous, il y a du marbre, il y a du granit, et tout ça, etc. Ici, l'ophtalmo, tu le vois la journée, t'attends pas 8 mois. L'IRM, tu la passes dans la journée, t'attends pas 6 mois. Voilà. Quand tu te frappes le Covid, t'arrives plus à respirer. Voilà. Nous, ils sont là. On te met des appareils respiratoires. La Turquie, elle en exporte 5-7 000 tous les mois, en plus. Alors qu'en France, il n'y en a pas. Bref. Il y a toute l'infrastructure. L'éducation, les gens. Non, en Turquie, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de chercheurs, tout ça, etc. On a tout ça. Voilà, comment on peut réussir à faire ce qu'ils font là? Quand en Turquie, on est capable de fabriquer des chars, des drones et tout ça, ben c'est bien parce que il y a des Turcs qui sont formés et qui sont compétents. Oui, la Turquie fut un temps, elle était très en retard sur le plan d'éducation. Ça s'est largement redressé. Elle est largement à un haut niveau. Certes, il en faut encore un peu, mais c'est dans la bonne trajectoire, parce qu'il y a de l'investissement, il y a de l'énergie qui est mise, il y a de l'argent qui est mis, et de la formation qui est mise. Voilà. Et aujourd'hui, même dans les docteurs, c'est eux qui vont en Afrique, ou même dans l'ingénierie. Vous savez, le bâtiment, par exemple, même les Russes, Sochi, où il y a eu les Jeux Olympiques, c'est fait par les Turcs. Et de partout dans le monde, en Afrique, ils commencent à passer devant les Chinois et tout ça, parce qu'ils sont réputés pour avoir de la qualité. Voilà. Et moi, je le vois ici avec mes propres yeux, dans le bâtiment, dans les résidences. Oui, c'est un travail de qualité. Les Turcs, ils sont en plus bosseurs. Voilà. Et ça, ils sont très bosseurs. Ils sont bosseurs. Et ils sont humbles aussi au travail. Donc, c'est très un Eldorado. Et avec ce gaz, tout va transformer. Alors déjà, le mec, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ouais, mais attendez, selon les experts, toujours il y a le docteur Maboula. Oui, on pense qu'il faut au moins 6 ou 7 ans pour extraire le gaz. Erdogan, il a dit à partir de 2023. Désolé. Moi, quand Erdogan prend une date, en règle générale, chaque fois qu'il a donné une date, eh ben, ça s'est passé. Il n'a pas une fois où il a une date où on a dépassé. Il a dit l'aéroport, il ouvre telle date, c'est autre truc. Il dit un hôpital ouvre telle date, c'est ou telle date. Voilà. Chaque fois, c'est exactement la même chose. Donc, s'il dit qu'en 2023, on pourra déjà utiliser le gaz, je le crois. Quant à l'opposition, qui est jamais contente, alors certains qui vont jouer les experts encore économiques et tout, ils disent, ouais, mais attendez, aujourd'hui, le gaz, il est très bas, regardez le Venezuela, et donc le Venezuela, avec le bas, ben, il n'arrive pas à s'en sortir économiquement. Ah, mais, tu te fous de ma gueule, alors parle-moi de l'Algérie aussi. L'Algérie, c'est bourré de pétrole et de gaz. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est la question qu'il faut se poser. De tout cet argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ben voilà. Ben s'ils n'ont pas travaillé sur l'industrialisation, s'ils n'ont pas travaillé sur d'autres outils, etc., ben c'est normal qu'ils réussissent pas. C'est tout. Donc la Turquie, elle réussit déjà, parce que c'est quand même la 16e puissance économique, et même les experts, même le point, elle a repris les experts qui même ceux qui détestent la Turquie, ils disent toujours que d'ici 10 ans, la Turquie va passer devant la France, et la France va reculer en termes de PIB, c'est-à-dire de production intérieure brute, c'est-à-dire la richesse intérieure du pays. C'est pas moi qui le dis. Même ces détracteurs le disent, ils le reconnaissent. Donc, par conséquent, l'opposition qui a vous dit ça. Alors, moi, je vous pose la question. Pour tous les blaireaux qui viennent vous raconter ces conneries-là. Alors, ils vous disent, ouais, mais le gaz. Alors, pose-moi la question. Vaut mieux l'acheter chez quelqu'un qui le produit, qui prend sa gratte, hein, qui prend son bénéfice, et qui va te le vendre, ou toi-même le produire, le toucher moins cher, l'avoir gratuit, etc. Eh ben, on en a rien à foutre, l'histoire de ton marché, pas de marché. L'essentiel, c'est pas l'acheter à l'extérieur. Et en plus, en monnaie étrangère, c'est-à-dire en dollars ou en euros. Ben, à partir du moment où tu achètes en dollars, ben non, c'est made in maison. Et c'est les seuls mecs qui auraient compris que quand tu trouves quelque chose de gratuit, ben, c'est sûr, il y a le coût de la maintenance, tout ça, etc.
ça coûte moins cher que l'aller acheter chez quelqu'un quand même, d'accord? Quand tu l'as à toi, c'est moins cher que l'acheter chez un autre. Mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Même ça, c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, pour eux, rien n'est bonne nouvelle. Donc, moi, je vous le dis, il va être de plus en plus dur de vivre en France, si ça continue à le faire. Et je vous invite, justement, à ceux qui veulent venir, la Turquie, elle vous ouvre des endroits. Alors, surtout pour les jeunes. Parce que en France, on va vous dire aux jeunes de travailler jusqu'à 90 ans. On va dire la dette, c'est pour tes côtelettes. Le chômage de masse, c'est pour tes côtelettes aussi. Le démontement du service public, c'est pour tes côtelettes. Enfin, bon, franchement, c'est assez anxiogène. Moi, je suis jeune, je prends mes balises, au revoir, dégage. C'est terminé. Me venez pas me le demander, parce que je le ferai pas pour vous, vous démerdez, d'accord? Mais sachez qu'il existe en Turquie de quoi faire reconnaître, il y a des équivalences. Je sais que chez les médecins et tout ça, etc. Alors, c'est plus facile pour les Turcs parce que ils vont vous poser des questions, il faudra répondre en turc, ça il faut le dire, et dans notre domaine. Bref, la Turquie a besoin aussi de cerveau, c'est pour ça que, et là, je vais vous mettre un carton rouge à tous les gens qui sont comportés racistes, qui sont détournés, il y en a plein, me disent, ouais, Mourad, la prochaine fois, Erdogan, il passe pas, Erdogan. Putain, la télé, elle augmente un peu, vous n'avez pas perdu ce que j'ai perdu, moi, comme pognon. Ça y est, vous tournez Kazakh. Ouais, non, Erdogan. Mais pendant toutes ces années, vous êtes gavés. Le pays s'est développé. Il suffit qu'il y ait un truc, au lieu de dire ça, bon, patience, tu vois, d'attendre un petit peu. De suite, allez, vous tournez les basques, etc. C'est ça, les courageux. Et après, vous dites, vous êtes prêts pour mourir pour la Turquie? Vous êtes des ingrats, ceux qui font ça. Vous êtes des ingrats. Et alors maintenant, cocorico, hop, on a du gaz, c'est super, etc., ça va bien. Mais en fait, si on ne met pas toujours la machine à manger, ben, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas patient. Vous ne pouvez pas attendre. Et pour ceux qui ont joué les réfugiés, c'est exactement le même tarif. Les réfugiés ils mangent le pain des Turcs. Vous parlez de tout ça comme le truc. Ils profitent. Mais pourquoi ils vont pas à la guerre? Et pourquoi ils vont pas se battre? Et pourquoi ils touchent le truc? Et avec cet argent, ils pourraient nous donner de l'argent, tout ça, etc. Mais toi-même, tu payes pas tes impôts. Toi-même, tu gruges en Turquie. Vous les payez pas, vos impôts. Venez pas me parler aujourd'hui que vous voulez en plus que l'État vous donne quelque chose. Il est obligé de surtaxer les bagnoles et le pétrole pour essayer de récupérer un peu d'argent. C'est le sport numéro 1, c'est la gruge ici. Vous plaisantez ou quoi? Et après, les mecs te disent, oui, il faudrait que tu nous donnes. Qu'est-ce qu'on va te donner? Je parle même pas de ceux qui bossent encore au black aussi, hein, encore pour aller gratter. Donc, hein, ça, pour les gens qui sont avisés. Eh ben, vous voyez quoi? Allah, il a récompensé Erdogan. Il a récompensé son gouvernement. Il a récompensé tout ça, etc. Il a pris toute la misère qui vient de Syrie, d'Irak et compagnie. 4 millions de réfugiés. Ça lui a coûté 40 milliards. D'accord? Jusqu'à maintenant, depuis 2011. L'Europe a donné à peine 6 milliards. D'accord? Alors que lui, la Turquie, ça a coûté 40 milliards. Et là, ben, il va faire les 40 milliards qu'il payait lui pour le gaz jusqu'à maintenant. Ben, il va en faire l'économie chaque année. Vous voyez? Il a donné une fois 40 milliards. Et puis, de l'autre côté, il va récupérer 40 milliards chaque année. Minimum. Eh ben, écoute, machallah, bravo. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et là aussi, moi, je vous invite parce que des fois, à un moment donné, c'est pour éviter de raconter des histoires. Là, je m'adresse à certains Turcs. Vous pouvez pas dire je suis musulman et faire du tri sélectif, d'accord? Quand les mecs ils me disent oui, tu sais comme Mustafa Kemal, moi tu déconnes, laïcité c'est très bien. Non, la laïcité quoi? Laïcité en France, ça a été un équilibre, d'accord? Donc elle a donné, quand ils ont fait de la loi, ils l'ont équilibré. Ils ont donné la liberté religieuse, ils ont donné beaucoup de choses, ils ont permis de permettre de prendre les églises, les établissements scolaires dans le cadre du patrimoine, tout ça, etc. La scolarité dans le privé, elle est prise en charge par l'État en France, dans les écoles confessionnelles, etc. Donc vous voyez, c'est une loi de partage. En Turquie, ça n'a pas été le cas. Ils ont donné le jour des chrétiens pour on a enlevé le jour des musulmans pour le donner, prendre celui des chrétiens. Il a copié bête et discipliné, Mustafa, il a pris le même modèle que la France. Il n'a pas dit non, nous, en France, on a des musulmans. Il me dit oui, mais Mourad, la laïcité, c'est une belle chose. Alors, trouve-moi un passage dans le Coran qui te parle que la laïcité, c'est une bonne chose. Excusez-moi, hein. Alors, il y en a, je sais que ça va faire mal à l'oreille, mais dans un pays musulman, la seule règle, c'est la charia. Alors, pas le charabia d'Arabie Saoudite, tout ça, hein, elle n'existe pas. La charia, elle est appliquée par aucun pays musulman au monde. Mais les Ottomans, ils appliquaient une charia. Les chrétiens vivaient très bien. Les juifs vivaient très bien. Les athées vivaient très bien. Après, tu es dans un contexte français. Tu es en France. La majorité, c'est les chrétiens. Et que s'ils veulent, ou des athées plutôt maintenant, ils veulent une laïcité, c'est normal. Et chacun fait ses choix ce qu'il veut. Donc que la France choisisse un système qui s'appelle la laïcité, etc., c'est dans son truc. Elle répond à une population majoritaire, c'est-à-dire la France, elle est quand même
aussi de racines chrétiennes, etc. Bon, j'aime pas le mot racine parce que la Turquie aussi, il y avait des racines chrétiennes. Hein. Ben oui, il y avait les Byzantins. L'islam n'est pas venu avant. L'islam est venu après. Donc, c'est normal qu'il y avait des chrétiens avant et des juifs avant. Ouais. Ça, c'est du béaba, ça. Bon, bref. Mais sauf que la Turquie, elle n'avait pas vocation de créer une laïcité ou une république. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, si ceux qui me disent que c'est une bonne chose, eh ben, écoute, quand tu seras face au patron, tu lui diras, ben, écoute, au fait, la laïcité, c'est pas mal, hein. Alors, laïcité expliquée avec un raki, c'est encore meilleur. Ah oui, c'est au top des tops. Ah bah oui, voilà. C'est ce que j'appelle les musulmans light, bio, intégrables, ou désintégrables, je sais pas, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense avoir fait le tour. Je pense que ceux qui posent la question, l'avenir est en Turquie. J'y crois vraiment fermement. Et ceux qui me disent encore, oui Mourad, sur la France, ben que la France qu'elle a qu'à copier la Turquie. Mais sauf que la Turquie, la France, elle a les mains liées, entre autres, à cause de l'Europe. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, c'est Bruxelles qui doit décider. Tu veux faire du protectionnisme, ils vont dire non, tu peux pas de ton côté. Il faut que tu ailles voir Bruxelles, il faut qu'on le fasse au niveau européen. Tu veux prendre ta initiative et dire ah non, c'est pas possible, etc. Ils vous dictent tout. Ils vous dictent tout. Et pourtant, et moi j'ai toujours fait mon mea culpa. J'étais un forcené, un défenseur d'une Europe, mais d'une Europe fédérale, juste, équitable, avec des pays qui nous ressemblent. Pas avec des pays clochards. Qu'est-ce qu'on fout avec la Grèce? Qu'est-ce qu'on fout avec la Roumanie et compagnie, etc. J'ai rien contre ces pays. Mais quand même, on n'a pas le même niveau de standing. Ils nous font, eux, du dumping. Vous voyez, les mecs, ils ont un bas coût chez eux et ils viennent faire concurrence déloyale. Bon, moi, j'ai dit non. C'est clair. Je dis non. Donc, où tu refais l'Europe à quelques-uns et des gens qui n'ont pas pris le même standard, mais pas se taper 11 pays de l'Est, et encore là, ils sont en train de voir pour l'Albanie et la Macédoine. Et pourtant, la Macédoine, oh combien j'aime ce pays, et oh combien j'ai kiffé ce pays. Et je vous invite d'ailleurs à aller en vacances. Mais non, il faut pas déconner quand même. Faut pas prendre pour des couillons quand même. Voilà. Alors après, les gens vous disent, oui, les charges, les salaires, c'est trop haut en France. Comment que c'est trop haut en France? Les charges, c'est trop haut, etc. Mais même si demain tu mets le SMIC à 600 €, tu seras toujours plus cher que eux qui sont à 150 € par mois. Tu mets charge zéro, etc. Mais dites-le. Et donc, c'est pour ça que Medef, il dit, oh, le SMIC est très haut. Mais, tu as vu le coût de la vie en France? T'as vu le coût de la vie? Il est horriblement cher. Horriblement cher. Et moi, je peux vous dire, je préfère être un pauvre salarié en Turquie que être en France. Parce que ici, tu t'en sors. En France, tu t'en sors pas. Parce que en France, le pauvre, il peut pas manger ses 5 fruits et légumes par jour parce que c'est trop cher. En Turquie, celui qui a pas d'argent, il peut manger que des légumes, des fruits et légumes parce que c'est le moins cher. Vous voyez la différence, elle est là. Ben, je préfère, moi, qu'un pauvre se tape des fruits et légumes à gogo ici, il sera jamais malade, que celui qui ne peut pas les acheter et est obligé chaque fois d'acheter que des pâtes. Voilà. C'est tout. Alors, les mecs, ils me disent, pourquoi moi tu dis cher? C'est simple. Le rapport entre la Turquie et la France en termes de coût, c'est toujours de 1 à 3. Voilà. Partout, c'est 1 à 3. Donc, quand tu as quelque chose qui respecte pas la règle de 1 à 3, c'est de 1 à 10, il y a un problème. Voilà. Tout simplement. Voilà, les amis. Je pense avoir fait le tour. Je suis très content pour Erdogan, je suis très content pour son gouvernement, je suis très content pour les Turcs, je suis très content pour ceux qui ont été patients. C'est une très bonne nouvelle. Inch'Allah, il y en aura encore d'autres, mais j'étais optimiste, j'étais toujours optimiste, et puis les faits m'ont donné raison. Voilà les amis, je vous salue, à la prochaine. Bonne soirée, salam alaikum à tous, bye bye.